Je m'appelle Lauren Carter, j'ai 33 ans et je suis professeur d'art plastique dans un lycée de Seattle. Ce matin-là, je tenais le test de grossesse à la main, les larmes aux yeux, 2 rides roses apparaissant après 3 ans d'espoir. Mais juste à ce moment-là, un email anonyme est apparu sur mon écran de téléphone avec une photo de mon mari dans les bras d'une autre femme, dans l'hôtel même où il m'avait demandé en mariage. Je ne savais pas ce qui m'avait le plus coupé le souffle. La joie de devenir mère ou le coup de poignard en plein cœur de l'homme qui avait juré de ne jamais me quitter. Avez-vous déjà reçu une bonne et une cruelle nouvelle en même temps? Si vous avez déjà été trahi au moment même où vous pensiez être la plus aimée, laissez un commentaire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite de cette histoire inattendue où je n'ai pas seulement perdu un mari. Je me suis retrouvé dans une situation que personne n'avait prévue, car en vérité, tout ne faisait que commencer. J'ai rencontré Ethan en dernière année de fac, dans un cours d'art optionnel auquel il s'était inscrit juste pour tuer le temps. Le premier jour, il s'est assis à côté de moi, vêtu d'une chemise froissée, les cheveux encore humides d'une douche précipitée, et m'a demandé avec une honnêteté surprenante, « Tu sais dessiner la main gauche ?» Je suis gauchère, mais ce fusain ne coopère pas, j'ai ri et je n'ai pas arrêté de rire depuis ce jour-là. Ethan n'était pas le genre de garçon dont je pensais tomber amoureuse. Il n'était pas tape à accent graveleuil, pas tapageur, pas romantique, mais il m'a écouté attentivement et avec bienveillance lorsque je lui ai parlé de mon rêve d'ouvrir un atelier d'art pour enfants autistes. Il ne l'a pas balayé d'un revers de main comme d'autres l'avaient fait. Il m'a demandé, « Tu veux que je t'aide à élaborer un plan financier pour ça ?» Je l'appelais mon petit héros. Non pas parce qu'il faisait quelque chose de grand, mais parce qu'il faisait en sorte que les petites choses en moi méritaient d'être protégées. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie au milieu des champs de lavande de l'Oregon. Ma mère m'a offert un mouchoir brodé de la lettre L en fil d'argent. Ethan a lu ses vœux dans la douce lumière du crépuscule. Je ne promets pas d'avoir toujours raison, mais je promets de toujours t'écouter et de t'aimer, même les parties de toi que tu as du mal à aimer. Je le croyais. Chaque mot, chaque syllabe. Il nous a fallu près de 3 ans pour accepter la vérité, avoir un enfant ne serait pas aussi facile que nous l'avions rêvé. Je comptais les jours jusqu'à chaque ovulation, je vérifiais ma température chaque matin, j'attendais chaque cycle avec un espoir fragile. Une fois, j'ai pleuré toute la nuit dans la salle de bain, et Ethan est resté assis devant la porte, silencieux, jusqu'à ce qu'il me tende une tasse de chocolat chaud à l'aube. « Tu n'as pas besoin d'être fort tout seul, » murmura-t-il, sa main sur la mienne. Je suis là. Et j'ai vraiment pensé que si un homme était fait pour être père, c'était bien Ethan. L'année dernière, après notre 3e tentative ratée de FIV, j'ai dit à Ethan, on devrait peut-être faire une pause. Il a hoché la tête immédiatement. Sans se plaindre. Il m'a simplement prise dans ses bras et m'a laissé m'endormir. Je savais qu'il souffrait aussi, mais il n'a jamais utilisé ça comme excuse pour s'éloigner. Du moins, je le pensais. Puis Ethan a été promu, une étape importante, directeur régional d'une entreprise technologique en plein essor sur la côte ouest. Il a commencé à voyager davantage, à tenir des réunions Zoom jusqu'au-delà de minuit, à répondre à ses emails pendant le dîner. Au début, j'étais fier de lui. Ethan méritait cette opportunité. Il était intelligent, organisé, calme sous la pression. Mais petit à petit, j'ai réalisé que je dînais trop souvent seul. Il rentrait tard, se disait épuisé et se couchait avant moi. Je lui posais des questions, non par suspicion, mais parce qu'il me manquait. Ethan avait toujours eu une attitude très. Des réponses raisonnables. Je n'avais jamais pensé à consulter son agenda. Je n'étais pas ce genre de personne. Je faisais confiance à mon mari. Il y a quelques semaines, j'ai organisé une fête pour les 35 ans d'Ethan. Une petite soirée attentionnée, avec des amis proches, son gâteau au chocolat préféré et quelques plats que j'avais appris à préparer spécialement pour lui. J'avais préparé un cadeau spécial. Pas quelque chose de cher, mais un portrait sur lequel je travaillais en secret depuis plus d'1 mois. Nous étions tous les deux devant la cabane en rondin au bord du lac Tahoe où nous rêvions d'emmener nos enfants chaque été. Je l'ai soigneusement emballé, je l'ai déposé dans notre chambre, prévoyant de le lui offrir après la fête, avec la nouvelle. Ethan, je suis enceinte. Mais Ethan n'est jamais venu. Il a appelé à 18h. Sa voix était précipitée. Je suis coincé en réunion à Portland. Il y a un problème avec le nouveau projet. Impossible de partir plus tôt. S'il vous plaît, ne m'attendez pas. D'accord. Tout va bien.
Le travail passe avant tout. J'ai raccroché et j'ai continué à mettre la table comme si de rien n'était. J'ai dit. Nos amis. Ethan s'excuse et nous serons en retard. J'ai trinqué à son anniversaire, le cœur vide. Ce soir-là, j'ai mangé une part de gâteau d'anniversaire seul dans le salon, regardant la bougie se consumer sans faire un seul vœu. Parce que ce que je souhaitais autrefois, une famille, me semblait enfin à portée de main. Je ne savais pas que ce soir-là, Ethan était avec quelqu'un d'autre dans la même chambre d'hôtel où il m'avait embrassé sous les feux d'artifice et m'avait dit « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi ». Et j'ignorais qu'une vérité encore plus cruelle m'attendait. Cet après-midi-là, j'étais en cours pour aider une élève nommée Lily à corriger son dessin. C'était la timide qui se cachait toujours dans un coin quand mon téléphone vibrait. Un numéro inconnu. Pas d'indicatif régional. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose clochait. J'ai répondu à une seconde de la fin du minuteur. Lauren Carter. Une voix de femme inconnue, si calme. J'ai cru l'avoir mal entendue. Oui, ai-je répondu avec une légère hésitation. Un bref pause. Si tu penses qu'Ethan t'aime vraiment, demande-lui des nouvelles de Chloé Matthews et de ce voyage d'affaires à Portland la semaine dernière. Désolé, qui appelle? Je ne peux pas le dire, mais sache que cet homme n'est pas celui que tu crois. L'appel a pris fin. Je suis resté figé dans la salle d'art, la main toujours agrippée au crayon bleu comme si cela pouvait me raccrocher à la réalité. Chloé Matthews. Je n'avais jamais entendu ce nom. Et Portland. C'était le voyage d'affaires qu'Ethan avait dit ne pas manquer pour son propre anniversaire. J'ai pensé que c'était peut-être une farce, ou un étudiant qui s'amusait avec des téléphones piratés, ou une ex-jalouse. J'ai essayé de rationaliser. Je me suis forcé à ne pas réagir. Pas de SMS, pas d'appel à Ethan. J'ai terminé le cours tranquillement, raccompagné chaque élève, souri, verrouillé la porte comme n'importe quel jour. Mais sur le chemin du retour, alors que je m'arrêtais à un feu rouge près de chez nous, mon téléphone a de nouveau vibré. Nouvel email, pas d'objet, une seule ligne. Si tu veux encore y croire, regarde. Il y avait 4 photos jointes. Je ne les ai pas ouvertes tout de suite. J'ai attendu d'être rentré, j'ai verrouillé la porte et tiré les rideaux comme si la lumière du jour pouvait être témoin de ce que j'allais voir. Première photo, Ethan assis en face d'une femme blonde dans un restaurant à la lumière tamisée, leurs mains se touchant sur la table. Il souriait. Ce sourire en coin qu'il m'adressait quand il disait une bêtise juste pour me faire rire. Deuxième photo, tous deux debout devant le restaurant, son bras autour de sa taille. Troisième photo, devant un hôtel de luxe avec une façade en verre. Je l'ai reconnu instantanément. C'était la qu'Ethan m'avait demandé en mariage 5 ans plus tôt. Chambre 98 au coucher du soleil, avec vue sur la rivière Willy-Lamant. Quatrième photo, tous deux entrant dans l'ascenseur, épaule contre épaule, la tête de Ethan posée sur son épaule. Et il ne s'est pas écarté. J'ai laissé glisser le téléphone sur le canapé, comme si quelqu'un m'avait attrapé la poitrine et l'avait tiré dans un trou noir. Tout autour de moi, la lampe de bureau, la tasse de thé encore chaude, la photo de mariage au mur, étaient floues, en apesanteur. J'ai enroulé mes bras autour de mon ventre où se trouvait le bébé. Ethan ignorait qu'il grandissait tranquillement, minuscule, sans nom, insensible à la douleur, et je le tenais comme pour nous protéger tous les deux de la vérité qui nous attendait. J'ai rouvert l'email, vérifié l'expéditeur. Rien qu'une suite de caractères aléatoires. Aucune trace. J'ai essayé une recherche inversée des photos. Pas de métadonnées, pas d'horodatage. L'expéditeur savait exactement ce qu'il faisait. Et puis je me suis souvenu de l'expression d'Ethan quand je l'ai interrogé sur Portland. Était-ce amusant? Avais-je demandé avec désinvolture. Il a juste haussé les épaules. Toutes les réunions, vous savez comment c'est. Rien de spécial. Bien que fluide, ça m'a échappé. J'ai appelé Rachel, ma meilleure amie depuis le lycée, mais j'ai raccroché avant la fin de la première sonnerie. Je ne pouvais pas le dire à voix haute. Non pas par crainte de la pitié, mais parce qu'une fois dit, ce serait réel. Et je n'étais pas prête à vivre dans un monde où Ethan n'était pas celui que je croyais. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé le nom, Chloé Matthews. Des centaines de résultats sont apparus, mais j'ai reconnu son visage. Dès que je l'ai vu sur le site web d'une association à but non lucratif appelée Brighter Homes Foundation,
Chloé était désignée comme coordinatrice de la communication, et au sommet du conseil d'administration se trouvait un nom familier, Veronica Langston, ma belle-mère. Je me suis éloigné du bureau, le cœur battant. Chloé n'était pas n'importe qui. Elle travaillait pour la mère d'Ethan. Cela a tout changé. Si Veronica savait, si sa famille savait, alors pourquoi ce silence? Et pourquoi étais-je la dernière à savoir? J'ai fermé les yeux, essayant de respirer. Maintenant, je n'étais plus sûr de rien. Et ce qui me faisait le plus mal, c'était de ne même pas savoir si je voulais les réponses. Je pensais connaître Ethan mieux que quiconque. Je connaissais ses habitudes. Rincer sa tasse de café juste après l'avoir bu, détester que les gens n'utilisent pas leur clignotant, dormir toujours sur le côté gauche. Je pensais que si quelqu'un pouvait remarquer le moindre changement chez lui, c'était moi. Mais il s'avère que ces changements n'étaient pas négligeables. Après avoir reçu les photos, je n'ai rien dit à Ethan pendant 2 jours. J'ai observé. J'écoutais, et je me souvenais. La façon dont il jetait un coup d'œil à son téléphone et le retournait. La façon dont il souriait sans me regarder dans les yeux. La façon dont il me touchait le dos, comme s'il accomplissait les gestes de quelque chose qui ne signifiait plus rien. Mercredi soir, je l'ai invité à dîner à la maison. Son plat de pâtes préféré, accompagné d'un vin léger, il ne refusait jamais. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis assise en face de lui, j'ai souri et j'ai demandé, j'ai entendu dire que Chloé Matthews travaillait avec ta mère. Ethan a levé les yeux, pris de court un instant, mais s'est vite calmé. Ah oui, elle est nouvelle. Elle travaille dans la communication. Tu la connais? Pas vraiment, mais j'ai vu des photos de vous deux à l'hôtel Rosewood. Dans un courriel anonyme, Ethan a posé son verre de vin, un petit geste, mais sa main tremblait. Tu crois des inconnus sur Internet maintenant? Je l'ai regardé, attendant. Chloé travaille pour ma mère. On a dû collaborer sur quelques projets. Il a expiré, haussé les épaules. Peut-être que quelqu'un est jaloux et essaie de semer le trouble. Tu sais. À quel point le monde associatif est-il compétitif, tout comme les entreprises à Portland? Demandai-je doucement. Il eut un rire creux. Je t'avais bien dit que c'était le boulot. Tu ne me fais plus confiance? J'ai regardé dans les yeux l'homme en qui j'avais autrefois une confiance aveugle. Je n'ai jamais dit que je ne te faisais pas confiance, répondis-je en me levant pour débarrasser la table. Je veux comprendre les choses que je semble être la dernière à savoir. Cette nuit-là, je ne dormis pas dans notre lit. Je restai sur le canapé, le ventre serré, pensant au bébé, à une vérité que mon cœur connaissait déjà avant que mon esprit ne puisse l'accepter. Le lendemain matin, j'appelai le bureau de Veronica Langston, ma belle-mère, et demandai officiellement un rendez-vous. J'aimerais discuter de quelque chose concernant Chloé Matthews, dis-je d'un ton strictement professionnel. Sa voix, comme toujours, était froide et polie. Bien, 10 heures demain matin, à mon bureau. Le siège de Brighter Homes était un élégant bâtiment de verre de 3 étages, élégant et méticuleusement agencé. J'y entrai comme une étrangère, même si mon nom y avait déjà été imprimé. Les invitations à leurs fêtes annuelles. La réceptionniste m'a conduit dans une petite salle de conférence où Veronica m'attendait déjà, boutonnée dans un blazer en tweed gris impeccable. Lorraine, que voulez-vous me demander? J'ai ouvert mon téléphone et lui ai montré les photos. Je ne veux pas y croire, mais aidez-moi à distinguer la vérité d'un malentendu. Veronica a jeté un bref coup d'œil à l'écran, puis a reposé le téléphone. Vous n'êtes pas la première, Lorraine. J'ai levé les yeux. Cette phrase a coupé le dernier fil de confiance fragile auquel je m'accrochais. Pouvez-vous m'expliquer? Elle a ajusté son col, la voix calme. Il y a 2 ans, Ethan s'est lié d'amitié avec une femme nommée Miranda. Elle était avocate contractuelle sur un projet de droit du logement. Jeune, intelligente et sans limite. Lorsque la situation est arrivée au conseil d'administration, j'ai dû intervenir, la muter, effacer toute trace pour la famille, pour la réputation qu'Ethan n'avait pas encore détruite. J'ai entendu chaque mot et je n'ai ressenti aucune colère, juste du vide. Et Chloé, ai-je demandé. Véronica soupirai-je. Je ne l'ai appris qu'il y a quelques semaines, mais je ne peux pas le gérer de la même manière cette fois-ci. Chloé n'est pas une étrangère. Elle est en contact avec l'un de nos principaux donateurs. Chaque réponse me semblait être une pierre de plus entre mon mari et moi. As-tu déjà pensé à me le dire?
J'ai demandé ou dit à Ethan d'arrêter. Véronica a soutenu mon regard plus longtemps que prévu. Puis elle a parlé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Lorraine, tu es une femme bien, mais parfois, être bien ne suffit pas à garder un homme. Si tu crois que tu vas changer, Ethan, tu mènes un combat sans fin. Je me suis levé et j'ai pris mon sac. Je ne suis pas venu ici pour demander à Ethan de revenir, ai-je dit. Je suis venu pour confirmer que je ne suis pas folle, ni paranoïaque, ni en train de me faire des idées. Et merci, parce que tu m'as aidé à le faire. Verica ne m'a pas arrêté. Elle a juste baissé la tête comme pour accomplir un dernier devoir envers sa future ex-belle-fille. Quand je suis sorti à l'intérieur du bâtiment, le ciel de Seattle était couvert, avec une légère bruine. J'ai levé les yeux vers le ciel gris. Je ne me suis pas demandé si c'était ma faute. Parce que maintenant, je savais que la vérité ne change pas, peu importe qui tente de l'enterrer. Et parfois, ceux qu'on attend le moins sont ceux qui l'ont toujours vu. Ils ont simplement choisi le silence. J'ai pris rendez-vous avec un avocat un lundi matin humide, juste après une semaine de pluie incessante à Seattle. Son bureau était au 8e étage d'un vieil immeuble en briques, imprégné d'une odeur de bois et de cuir. Comme si tout à l'intérieur était conçu pour apaiser les gens au milieu du chaos. Il s'appelait Martin Hellé, la soixantaine, légèrement voûté, parlait lentement mais jamais de manière évasive. Rachel m'avait recommandé de le voir plus tôt, en me disant qu'il ne promettrait pas que ce serait indolore, mais qu'il rendrait les choses justes. Je me suis assis en face de lui, les mains serrées dans la tasse de thé que son assistant avait apportée. Je ne savais pas trop ce que j'espérais. Peut-être une lueur d'espoir que j'avais tort, qu'il restait encore quelque chose à quoi m'accrocher. Mais Martin ouvrit un dossier, tourna quelques pages et me regarda avec une expression qui ne dissimulait pas ses regrets. Lorraine, commença-t-il, nous avons examiné le contrat de mariage mis à jour de l'année dernière entre toi et Ethan. Il y a un avenant, pas de signature de ta part, mais Ethan a signé avec un avocat. J'ai cligné des yeux, me penchant légèrement. Il a dit, il n'y a pas de signature de ma part. Exact. Mais juridiquement, si Ethan peut prouver que vous aviez un accord verbal sur les modifications, celui-ci pourrait toujours être considéré comme valable, surtout s'il y a des indicateurs, des comptes joints, des transferts d'actifs ou des enregistrements, qu'il a peut-être préparés à l'avance, je le crains. Je ne pouvais pas parler. Il y a un an, Ethan avait vaguement mentionné que nous devrions optimiser nos actifs au cas où nous aurions un enfant. Et j'ai hoché la tête naïvement et dit, j'espère que tu fais ce qu'il y a de mieux pour la famille. Je comprenais maintenant qu'il ne prévoyait pas d'enfant. Il préparait sa sortie sans trop perdre. J'ai serré les mains autour de mon ventre, là où le bébé n'avait pas encore pris forme, mais était déjà là. 2 mois. Mon corps, mon sang. Je ne disais plus « notre bébé ». Dès l'instant où j'ai appris la vérité dans mon cœur, il est devenu mon enfant, à moi seul. Martin a croisé mon regard, son expression s'est adoucie. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas suffisamment dissimulé ses traces. L'absence de ta signature est un contrepoint fort. Et si tu as des preuves d'infidélité, l'issue du divorce te serait probablement favorable. Je n'ai rien demandé d'autre, car je savais exactement ce dont j'avais besoin, une porte de sortie suffisamment solide pour ne jamais avoir à revenir en arrière. Ce soir-là, après le départ d'Ethan pour la salle de sport, un emploi du temps qu'il manquait rarement, sauf en cas de réunion urgente, je me suis assise au bureau du salon, j'ai ouvert le carnet en cuir que j'utilisais pour noter les menus des dîners et j'ai commencé la première page de ce que j'appellerai plus tard le journal de grossesse d'une zone de guerre. 6e semaine, 1er jour. Mon amour, aujourd'hui j'ai appris que ton père ne veut plus de moi dans sa vie. Mais tu ne seras jamais une concession. Tu es une présence. Tu es la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Même quand j'ai envie de m'effondrer, j'ai écrit cette ligne, puis j'ai refermé le carnet, non pas pour pleurer, mais pour marquer l'instant. Désormais, je ne serai plus quelqu'un qui attend la pitié. Je serai quelqu'un qui choisit comment s'élever. Le lendemain matin, j'ai appelé une vieille amie de la famille qui travaillait dans l'enquête privée, Kelly Brook, qui dirige maintenant un petit bureau d'enquête civile, traitant principalement des litiges immobiliers. Je n'ai pas besoin de les surprendre au lit, lui ai-je dit directement. J'ai besoin de quelque chose que le tribunal ne pourra pas rejeter. Des photos, des enregistrements, des chronologies, des reçus, et j'ai marqué une pause. Je veux en savoir plus sur Chloé Matthews. Kelly n'a pas demandé pourquoi. Elle a dit, il me faudra au moins 2 semaines, mais s'ils sont négligents,
ça pourrait être plus tôt. Ethan n'est pas négligent, ai-je dit. Il est trop sûr de lui. 3 jours plus tard, Kelly m'a envoyé une copie du relevé de carte de crédit du compte privé d'Ethan, celui dont j'ignorais même l'existence. Il mentionnait une chambre d'hôtel au Rosewood, un dîner dans un restaurant de grillades chic de Portland, et un achat chez Adele & Company, bijoutier réputé pour ses bagues de fiançailles sur mesure. J'ai fixé le montant, $7,800. Ce n'est certainement pas pour sa mère, a écrit Kelly d'un ton sec, accompagnant les documents. Je ne ressentais plus de douleur, juste un vide, comme si j'étais dans une pièce autrefois pleine de souvenirs, mais maintenant complètement vidée. Plus rien à quoi me raccrocher, mais plus rien à perdre non plus. Et c'est là que j'ai su que j'avais déjà fait plus de la moitié du chemin depuis ce mariage. Je suis retourné au bureau de Martin ce vendredi après-midi-là, lui remettant tout. Documents, photos, reçus, un journal d'appel d'une ligne fixe qu'Ethan avait utilisée pour contacter Chloé sous un faux nom. On en a assez, a acquiescé Martin, le regard perçant. On ne va pas jouer les sales tours, mais on va frapper là où ça compte. Et cette fois, Lorraine, c'est toi qui tiens la balance. Ma mère est arrivée un samedi matin par le premier vol en provenance de Columbus. Elle est entrée dans la maison vêtue d'un manteau de laine beige, talons légèrement usés. La base, et ce regard critique familier qu'elle n'avait pas pris la peine de cacher. Je savais qu'elle détestait voler. Je savais aussi qu'elle n'était pas là par inquiétude. Elle était là parce qu'elle ne supportait pas d'être la dernière informée. Lorraine, dit-elle dès que j'ouvris la porte, tu n'allais pas m'appeler. J'ai appris par tante Clara que tu étais enceinte et en instance de divorce. Je l'ai fait entrer dans le salon. J'ai servi du thé, aussi calmement que si je me préparais pour une réunion de conseil d'administration tendue. J'imaginais que lorsque j'aurais un enfant, ma mère me tapoterait le dos et me dirait « Je suis fière de toi ». Mais elle n'a jamais été ce genre de mère. Pour elle, tout devait être dans les règles. Le mariage d'abord, puis un enfant, une maison séparée, un plan financier solide, et absolument rien d'extraordinaire. Tu comptes vraiment élever le bébé seul, a-t-elle demandé d'une voix neutre comme si elle lisait une liste de contrôle. Ethan est le père, n'est-ce pas? Vas-tu vraiment laisser l'enfant grandir sans figure paternelle? J'ai levé ma tasse de thé, les lèvres légèrement tremblantes, mais toujours souriantes. Si cette figure est une trahison, alors je pense qu'il vaut mieux qu'il n'y ait rien du tout. Elle s'est penchée vers moi et m'a regardé. Tu n'es pas réaliste, Lorraine. Combien gagne un professeur d'art? Un enfant a besoin de plus que ça. L'amour. Il faut de la stabilité, de l'argent, une famille complète. J'ai posé la tasse, et qu'est-ce qu'une mère complète, une mère qui tolère et un père qui trompe? L'air s'est épaissi. J'ai vu ses sourcils se froncer, sa main se crisper sur son sac à main comme si elle retenait un objet pointu. Je ne suis pas là pour discuter, a-t-elle dit doucement. Mais je ne veux pas te voir gâcher ta vie pour ce qu'on appelle l'orgueil. Je n'ai pas répondu. Non pas que je n'avais rien à dire, mais parce que je comprenais. Au fond d'elle-même, ma mère vivait encore dans un mariage qu'elle avait rêvé de fuir sans jamais oser quitter. Elle ne comprenait pas que je ne partais pas en colère. Je partais parce que je refusais de vivre la même vie qu'elle. Ethan est arrivé 2 jours plus tard. Sans prévenir. La sonnette a retenti tandis que je pliais les vêtements de bébé que Rachel avait déposés. Il attendait sur le porche avec un bouquet de tulipes blanches et une boîte de crème brûlée de la boulangerie que j'adorais autrefois. Ses cheveux étaient fraîchement coupés, sa chemise en coton. D'un ton vif, ses remords soigneusement mis en scène. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. J'ouvris la porte, ne dis rien, me détournai, le laissant décider d'entrer ou non. Ethan me suivit dans la cuisine, balayant du regard la maison qui était autrefois la nôtre, désormais dépouillée de toute trace familière. La photo de mariage, autrefois accrochée dans le couloir, avait disparu. Le manteau qu'il jetait sur le canapé avait été remplacé par une couverture tricotée que j'avais confectionnée moi-même. « Je suis désolé », commença-t-il comme si ces 3 mots pouvaient remodeler l'architecture de la trahison. Je me suis égaré. Mais tu portes mon enfant. On peut tout recommencer pour le bébé. Je me tournai vers lui. Ce n'est pas nous qui portons. C'est moi. Et ce bébé n'est pas une raison pour garder un homme qui a planifié sa sortie il y a 1 an. Ethan déposa les fleurs sur la table. Je sais que j'ai fait une erreur, mais j'essaie de réparer. Tu n'es pas obligé de me pardonner, mais ne laisse pas le bébé grandir sans père.
Sa voix tremblait. J'y croyais. Ce tremblement. Mais maintenant, je savais qu'il jouait la comédie, ou pire, qu'il paniquait parce qu'il perdait le contrôle. J'allais parler quand mon téléphone a vibré. Un message de Kelly, l'enquêtrice que j'avais engagée. Je l'ai ouvert, les yeux scrutant la courte ligne. Rapports arrivés. Chloé est enceinte. 8 semaines. L'ADN confirme qu'Ethan est le père. Copie numérique jointe. J'ai inspiré brusquement. Mon cœur battait la chamade. Chaque pièce était en place. J'ai tendu le téléphone à Ethan. Les fichiers étaient toujours ouverts à l'écran. Il l'a pris. Lis. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il voyait. Tiens. Elle a dit qu'elle garderait le silence. Il a murmuré. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre. Pas sûre? J'ai laissé échapper un rire sec. Pas sûr de savoir qui est le père, ou pas sûr d'avoir le courage de l'admettre. Ethan s'est affalé sur la chaise, la tête entre les mains. Orin, a-t-il croassé. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Ça ne mène nulle part, Ethan. C'est fini. Il a regardé. Je veux toujours être le père du bébé. Quoi qu'il arrive, je veux faire partie de sa vie. Mon enfant n'aura pas besoin d'un homme qui se présente seulement parce qu'il y est forcé. Il aura une mère assez forte pour se débrouiller seul. Et si un jour il veut en savoir plus sur toi, je lui dirai la vérité. Ni plus, ni moins. Je ne lui ai pas dit de partir, mais il a compris. Et cette fois, il s'est levé tout seul et est sorti de la maison sans un mot. J'ai envoyé l'invitation comme si c'était un dîner de famille décontracté. Un message court et clair. Samedi 18h. Je veux qu'on dîne ensemble. Ethan, maman et Chloé, il y a quelque chose qu'on doit clarifier. Ethan a répondu quelques minutes plus tard. J'arrive. Véronica a appelé. Lorraine, est-ce vraiment nécessaire de l'inviter? J'ai répondu calmement. Oui, si on veut que ça se termine sans plus de spectacle. Chloé n'a rien dit. Elle a juste laissé un emoji pouce levé sur l'écran comme si c'était une fête d'anniversaire, pas la dissection finale d'une vie que j'ai commencé à préparer tôt samedi matin, non pas pour impressionner, mais parce que je voulais que cette mise en scène soit réfléchie, afin que personne ne puisse esquiver ce qui allait arriver. La table était dressée avec de la vaisselle en porcelaine blanche ornée d'or. Le service que Véronica m'avait offert en cadeau de mariage, avec cette phrase, c'est la seule chose dans votre cuisine qui vaille la peine d'être vue. Je les ai astiqués, disposés chacun avec précision, un doux rappel. J'avais été autrefois la belle fille, et maintenant j'étais toujours calme, mais plus silencieuse. À 18h02, on a sonné. Ethan est arrivé le premier, chemise grise, les mains vides. Quelques secondes plus tard, Véronica est apparue avec une bouteille de vin italien. Chloé a suivi, robe moulante, rouge à lèvres et parfum, s'attardant dans mon couloir comme une déclaration. J'ai ouvert la porte, les ai accueillis avec douceur, comme si de rien n'était. Merci d'être venu, ai-je dit, puis je les ai conduits à la table. Alors que nous commencions le plat principal, un poulet rôti à la moutarde et au miel avec purée de pommes de terre. J'ai parlé. On ne va pas faire semblant que c'est une fête. Dîner. Je pense que nous savons tous pourquoi je t'ai invité. Ethan posa sa fourchette, essayant de garder une voix égale. Lorraine, si c'est à cause de mes erreurs. Ce n'est pas à cause d'erreurs, intervins-je. C'est à cause de choix délibérés. Je pris la tablette que j'avais posée à côté de moi et appuyai sur lecture. Un enregistrement vocal se déclencha. La voix d'Ethan, chaleureuse, douce et cruelle. Elle ne sait toujours pas. J'ai juste besoin de plus de temps. Au moins jusqu'à ce qu'on découvre qui attend un garçon. Ça facilitera les choses. Le silence s'installa à table. Véronica se redressa, son visage déjà froid maintenant complètement impassible. Chloé se figea, les yeux écarquillés, fixant Ethan. « Tu as vraiment dit ça ?» murmura-t-elle. Ethan ne répondit pas. Il me regarda, la bouche ouverte et fermée comme un enfant pris la main dans le pot à biscuits. Je me tournai vers Véronica. « Je pensais que tu le savais. Mais peut-être que tu ne l'as jamais entendu le dire à voix haute. » Véronica posa son verre de vin. « Lorraine, si tu penses que faire exploser ça va. Je t'aide à garder Ethan.
Je n'essaie pas de le garder, dis-je d'une voix douce mais ferme. J'essaie de lâcher prise, mais de la bonne manière. Je me suis levé, j'ai récupéré le dossier que j'avais préparé et je l'ai posé devant Ethan. Les papiers du divorce. Les conditions ont été examinées par les 2 avocats. Je garde la maison. Tu gardes tes parts dans l'entreprise. Je ne demande pas de soutien financier. Juste une condition. Désormais, toute communication passe par les avocats. Ethan ne bougea pas. Chloé se mit à pleurer. Je ne savais pas qu'il avait dit ça. Je pensais que tu te croyais spécial. Je l'interrompis, la regardant fixement. Moi aussi. Véronica ferma les yeux un long moment. Lorsqu'elle les rouvrit, elle dit, alors tu as tout arrangé. Une performance parfaitement mise en scène. Ce n'est pas une performance, répondis-je doucement. C'est une conclusion. Ethan baissa la tête et tourna le coin de sa serviette jusqu'à ce qu'il se froisse dans sa main. La reine, commença-t-il, mais je ne le laissai pas finir. J'avais tellement confiance en toi que je pensais qu'avec assez de patience, de gentillesse, de silence, tu resterais. Mais maintenant, je sais. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à quelqu'un qui ne veut pas rester. Personne ne dit un mot. La pièce semblait figée, comme un lac immobile sous la glace. Finalement, ce fut Ethan qui se leva le premier. Il n'emporta rien, se contentant d'un hochement de tête, en silence, comme un homme réalisant trop tard qu'il avait perdu quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Chloé suivit, les yeux rouges, et partit sans un mot. Véronica fut la dernière à se lever. Elle se leva lentement, prit son sac à main et s'approcha de moi. Ma fille, commença-t-elle. C'était la première fois qu'elle m'appelait comme ça, mais je n'ai pas attendu qu'elle ait fini. J'ai reculé d'un demi-pas, gardant suffisamment de distance. Bonne soirée, maman, ai-je dit, et j'ai refermé la porte derrière eux. Dans le silence qui restait, je n'entendais que le doux crépitement des bougies, l'odeur persistante du poulet rôti, et mon propre rythme cardiaque, régulier, intact. Une semaine après ce dernier dîner, j'ai reçu une lettre d'Ethan. Ni un email, ni un SMS. Une enveloppe couleur crème, du papier épais, son écriture familière, la même qu'il utilisait sur les cartes de Noël, ou les petits mots sur le réfrigérateur quand nous nous disions encore mari et femme. Je l'ai ouverte en silence, assise seule à la table du dîner où il s'était assis en face de moi le soir où la vérité avait été dévoilée à la lumière des bougies. J'ai entendu Lorraine. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être qu'il ne reste plus de mots. J'ai tout détruit. Pas notre mariage, mais la chance d'être un vrai père. Je ne demande pas pardon. Je veux une chose. Si un jour tu le permets, j'aimerais rencontrer le bébé. Juste une fois, pour savoir qu'il existe. Pour savoir que j'ai eu autrefois quelque chose de beau que je n'ai pas su garder. Je ne t'appellerai pas. Je ne m'immiscerai pas. Mais si tu lis ceci, merci. Et si tu le brûles, je comprendrai. Puis j'ai plié la lettre, la main ferme, mais le cœur serré. Non pas d'espoir, mais de ce genre de perte qui persiste dans les mots qui arrivent trop tard. Le soir, j'ai sorti une nouvelle feuille de papier, une lettre différente, non pas pour répondre à Ethan, mais pour écrire ce qui devait l'être pour moi et pour mon enfant. Ethan, j'ai lu ta lettre et, l'espace d'un instant, j'ai cru être ému, mais j'ai ensuite réalisé que je ne suis pas triste parce que tu t'es excusé. Je suis triste parce que tu arrives toujours trop tard. Tu n'agis qu'après que tout s'est effondré. Tu m'as aimé alors que je m'étais déjà retiré en silence. Tu t'es excusé alors que j'avais cessé d'attendre. Et maintenant, tu veux être père alors que je suis déjà devenu mère sans toi. Mon enfant grandira avec la vérité. Pas une vérité tordue. Une note imprégnée d'amertume, mais une vérité absolue, son père a existé, a causé de la souffrance et n'a pas eu le courage de rester. Je ne te critiquerai pas, mais je ne te défendrai pas non plus. Parce que mon enfant n'a pas besoin d'un père à moitié présent. Il a besoin d'un monde dans lequel il puisse croire. Et je le construirai à partir des morceaux que tu as laissés derrière toi. Pas pour toi. Pour moi, Lorraine. J'ai plié la lettre et l'ai scellée dans une enveloppe. Au recto, j'ai écrit « Ne pas envoyer ». Puis j'ai ouvert le tiroir de ma chambre, le petit où j'avais commencé à rassembler des choses pour le bébé à naître, le petit pull tricoté que Rachel avait fait, la première photo d'échographie, le journal de grossesse, et maintenant 2 lettres, une d'Ethan, une de moi, 2 morceaux de souvenirs, l'un commençant par « Je suis désolé ».
l'autre se terminant par « Je n'ai plus besoin de toi ». Je savais qu'un jour viendrait où mon enfant demanderait « Qui est mon père ?» Et je savais aussi que la journée viendrait lorsque j'ouvrirais cette boîte, leur montrer ce qui restait, pas pour les rendre rancuniques, mais pour les aider à comprendre ce que j'ai choisi de tenir et ce que j'ai choisi de laisser aller pour eux. Cette nuit-là, je me suis assis près de la fenêtre, la lampe chaude tombant doucement sur mon ventre qui pousse. J'ai posé une main dessus et chuchoté, « Tu ne grandiras pas dans un mensonge. Je le promets. » À l'extérieur, le vent s'est déroulé à travers les arbres comme le bruit de quelqu'un qui lâcha avec un soupir silencieux. La salle d'art du centre communautaire était assise juste derrière une laverie. Le plafond était un peu bas, les murs vert pâle se décolleraient par endroits. Les tables et les chaises ne correspondaient pas. Certains trop grands, certains trop bancaux, certains tachés d'encre qui ne se détacheraient jamais. Mais pour moi, c'était le premier endroit où je me sentais vraiment comme moi. J'ai enseigné la classe d'adolescents de l'après-midi. Enfants entre 12 et 15 ans, beaucoup de maisons aussi chaotiques que la mienne l'avaient été. Certains vivaient avec leurs grands-parents. Certains ont dû garder 3 frères et sœurs après l'école. Certains étaient assis en silence dessinant des spirales qui ne semblaient jamais se terminer. La 3e semaine, alors que je montrais un groupe comment mélanger les tons de peau en utilisant 3 peintures de base, une fille nommée Ava, des cheveux bruns courts assis dans le coin arrière, a soudainement demandé à Lorraine, « Êtes-vous triste que vous ayez un bébé sans le père ?» La question m'a fait faire une pause, mon pinceau planant toujours sur la palette. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai regardé Ava. Elle n'était pas impolie. Elle a demandé parce qu'elle était curieuse, parce qu'elle voulait vraiment comprendre. J'ai posé le pinceau et je me suis assis à côté d'elle. J'avais l'habitude de blesser Ava, dis-je doucement. Mais je ne me suis jamais senti seul parce que parfois vous pouvez être avec quelqu'un et vous sentir toujours seul. Et parfois, vous pensez que vous avez perdu quelqu'un, mais vous vous êtes vraiment retrouvé. Ava hocha la tête lentement, puis retourna à la peinture. Et je savais peut-être qu'Ava n'était pas le seul à avoir besoin d'entendre cela. À partir de ce jour, j'ai recommencé à peindre. Pas pour les commissions, non pas parce que quelqu'un a demandé, mais parce que mes mains démangeaient chaque fois que la lumière coulait à travers la fenêtre. J'ai installé un vieux chevalet dans le coin de ma chambre, juste à côté du berceau que j'avais assemblé la semaine précédente. Et j'ai commencé avec les choses les plus proches, mes pieds douloureux après chaque cours, ma peinture tachée de main, mon ventre qui pousse le rond de jour en jour. J'ai peint des tranches d'une femme apprenant à aimer à nouveau son corps, à nouveau son âme, son histoire à nouveau. Une nuit, alors que je peignais encore tard, Rachel s'est arrêtée avec une tarte aux pommes et un sac de mangue tranché. « Que peignez-vous maintenant ?» demanda-t-elle, attrapant une bouchée de tarte et plongeant sur le sol. J'ai tourné le chevalet vers elle. Une peinture à moitié finie d'une femme debout au milieu d'un désert, sa robe déchirée par le vent, mais son regard se leva haut. Derrière elle, des personnages sombres se sont brouillés comme s'ils se faisaient disparaître au loin. Il en revient de loin, dis-je avec un petit sourire. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je ne pense pas qu'elle ait besoin de regarder en arrière. Rachel était calme pendant un long moment, puis s'est levée et m'a retiré de ma chaise. Viens avec moi, a-t-elle dit. J'ai quelque chose à te donner. Nous avons marché jusqu'au parking derrière le centre communautaire. Elle s'est arrêtée devant une vieille Subaru verte, une peinture fanée, quelques rayures sur le corps, mais de toutes nouvelles plaques. Je l'ai regardée, les yeux écarquillés. La vieille voiture de ma tante, a déclaré Rachel. Elle a emménagé dans la vie assistée. N'en a plus besoin. Je l'ai réparée, transféré le titre, et maintenant c'est à vous. Je suis reculé. Rachel, je ne peux pas Lorraine, elle a coupé le monde au-delà d'une fenêtre de cuisine. Questionnelle, mais je me suis toujours présenté. Silencieusement mais dynamique. J'ai également reçu une invitation d'une petite galerie dans la région de Frémont, la même qui m'a rejeté il y a 3 ans pour être trop sombre. Maintenant, ils ont dit, nous avons vu vos peintures faire le tour sur les réseaux sociaux, en particulier la mère au carrefour. Nous serions ravis de présenter toute la collection. La fille avec de la peinture dans ses cheveux et une vieille voiture, celle qui s'est effondrée sur le sol de sa chambre après avoir été trahie, se levait maintenant par pouces sans que personne ne la tire vers le haut, sans avoir besoin de prouver une chose. Ivy était née un matin de marche tandis qu'une pluie douce se battait doucement contre la fenêtre de l'hôpital. Une lumière grise argentée a entendu tout le premier a entendu le premier a entendu le premier à whisper. Pleurement,
mais je ne l'ai pas placé sur ma poitrine, la peau de la peau, son premier haleine avec mon rythme cardiaque chaotique, je suis simplement exhalé. Elle fronça les fronts et se faisait un petit son comme s'il répondit. Et à cet instant, je savais que je ne serais plus jamais la même femme. Je suis resté à l'hôpital pendant 2 jours. Tout s'est bien passé. Ivy a bien soigné, dormait profondément, ne criait que dans des gémissements doux, comme si elle savait en quelque sorte que j'étais toujours fatigué. Rachel a été la première à visiter. Elle entra avec un bouquet de fleurs sauvages et des yeux remplis de larmes. « Vous l'avez fait ?» a-t-elle dit, plaçant une main sur mon épaule. « Non, dis-je. Nous l'avons fait. » Rachel rit, puis leva doucement Ivy dans ses bras, lui chuchotant comme si elle était sa propre nièce. Le 3e jour, je me suis assis avec Ivy dans mes bras, regardant par la fenêtre de l'hôpital. La pluie s'était arrêtée. Le premier soleil de mars s'est glissé comme un rideau doré transparent. Je ne pensais pas à Ethan. Je ne pensais pas à la lettre ou à un souvenir qui faisait autrefois mal. Je pensais maintenant et ce qui vient ensuite. Après être rentré chez moi, j'ai commencé à écrire. Pas dans mon journal, mais un essai réel, une histoire personnelle, un morceau de vérité. Pas en colère, pas amer, pas romancé. J'ai écrit pendant les nuits où Ivy somnolait légèrement sur ma poitrine. Mes doigts tapotant lentement le clavier mais avec un but. Je ne savais pas qui le lirait. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai écrit pour fermer un chapitre. 3 jours après la publication de la pièce dans un petit magazine numérique axé sur les femmes et la santé mentale, j'ai reçu un email d'un organisme sans but lucratif appelé Rise Women Collective. Ils m'ont invité à parler lors de leur conférence annuelle, une session intitulée Rebirth après Ruin. J'ai lu le message 3 fois, puis j'ai posé le téléphone et je me suis dirigé vers Ivy Divy. « Que pensez-vous » j'ai demandé. « Faut-il raconter notre histoire » Bien sûr. Ivy n'a pas répondu. Elle serra mon doigt, les yeux à moitié fermés. Serein d'une manière qui a tout calmé en moi. La semaine suivante, je me suis envolé pour Chicago. Rachel est venue avec moi, tenant Ivy pendant que je répétais mon discours dans la chambre d'hôtel. « Vous n'avez pas à le rendre parfait, dit Rachel en continuant à peaufiner chaque ligne. Il suffit de le rendre net. Ce matin-là, je suis monté sur scène dans une longue robe bleu pâle, le genre de couleur que je pensais autrefois trop douce pour quelqu'un qui avait tant lourdement. Mais debout là en regardant le premier rang où Rachel et Ivy se sont assis, j'ai compris. Je ne portais pas de bleu pour oublier le passé. Je l'ai porté pour porter l'avenir. Mes mains tremblaient alors que je tenais le microphone. Salut à tous, je suis Lauren Carter, j'ai commencé. J'étais une femme, puis je suis devenue mère d'une manière que personne ne l'espère, mais de la plus belle manière que j'aurais pu imaginer. J'ai parlé des nuits que je pensais s'effondrer, des lettres que je n'ai jamais envoyées au sujet du dîner où j'ai choisi de lâcher avec calme et clarté. Puis j'ai jeté un coup d'œil vers l'arrière de la pièce où Rachel tenait Ivy sur ses genoux, la petite fille dans une petite robe polkadée, des yeux écarquillés en regardant sa mère se tenir devant des étrangers. J'ai souri. Je ne raconte pas l'histoire pour être considérée comme forte, ai-je dit. Je lui dis de rappeler à ceux que vous assis ici qui ont déjà eu l'impression que vous deviez tout tenir ensemble, quoi qu'il arrive. Que parfois vous n'avez pas besoin d'être le héros, vous devez être maman. Après la conversation, une femme plus âgée est venue et m'a tenu la main. J'ai divorcé en 1984, a-t-elle déclaré. Personne ne m'a écouté à l'époque. Aujourd'hui, vous entendant parler, j'avais l'impression que quelqu'un est finalement remonté dans le temps et m'a dit, tu n'as pas tort. J'ai serré sa main, mes yeux piquants, mais mon cœur chaud. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, j'ai tenu Ivy dans mes bras et fredonné doucement une berceuse sans nom. La lumière tomba doucement dans son berceau, jetant un cercle chaud autour de ses cheveux doux et duvet. J'ai chuchoté, autant pour moi. Planifié.